Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Avant de commencer l'épisode, si vous faites de la prospection, j'ai un outil génial pour vous. Grâce à une extension, vous pouvez en un clic extraire les personnes qui ont aimé un post LinkedIn. Que ce soit le vôtre, celui de vos concurrents ou tout simplement celui de quelqu'un qui parle du sujet sur lequel vous vendez un produit ou un service. J'ai pu tripler mon nombre de meetings avec cette stratégie. Ça s'appelle Follow et le lien pour tester gratuitement est en description dans les notes du podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Gaël Pasquiou. Pierre-Gaël, salut. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Écoute, je suis très content. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé dans le podcast malgré les 110 épisodes et quelques que j'ai fait. On va parler de la culture d'une équipe commerciale. C'est un sujet, je pense, qui est pas forcément évident à aborder quand on est une entreprise. Et en plus, je suis très content que tu sois là parce que tu vas te présenter, mais tu travailles chez Welcome to the Jungle où je sais que c'est un sujet que vous travaillez, pas seulement pour l'équipe commerciale, mais pour toute la boîte. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser la fameuse question, pourquoi les auditeurs gagneraient-ils à te connaître? Je pense qu'il faut demander à ceux qui me connaissent déjà pour répondre à cette question. Non, je pense que l'originalité de mon parcours, elle fait que je peux apporter un regard qui est parfois différent dans cet univers-là, en particulier sur la partie commerciale. Et en plus, en travaillant chez Welcome to Jungle, on a, comme tu l'as dit, en fait, le sujet de culture, mais en fait, plus globalement, de l'expérience de travail, c'est une préoccupation quotidienne qu'on a. Moi, j'ai rejoint Welcome to the Jungle. Au tout début, j'avais rencontré Jérémy et Bertrand quand ils travaillaient, donc c'est les fondateurs historiques de Welcome to the Jungle. Et ils travaillaient sur les maquettes de ce qu'était Welcome to the Jungle. J'ai pas du tout, moi j'ai un parcours qui est particulier, j'ai fait un lycée hôtelier, j'étais pas du tout commercial à la base, et du coup quand je les ai rencontrés, on a commencé à travailler ensemble sur le sujet de Welcome to Jungle sans forcément se dire qu'un jour j'allais m'occuper de la partie commerciale, et assez vite effectivement, en fait comme ça fonctionnait pas trop mal, et que déjà j'arrivais à vendre, parce que c'était ça le sujet, j'arrivais à construire l'offre commerciale et à faire en sorte que nos premiers clients rejoignent Welcome to Jungle, cette équipe, elle a grandi. Et du coup, j'ai vraiment la chance d'avoir connu toutes ces étapes-là, du coup, dans la structuration d'une équipe, en passant, du coup, de 1, c'est-à-dire moi, commercial, à, du coup, une centaine aujourd'hui de commerciaux. Et peut-être la particularité chez Welcome to Jungle de l'équipe commerciale, parce que c'est pas toujours structuré de cette manière-là, c'est que ce qu'on appelle l'équipe business, chez nous, elle comprend 3 piliers qui sont les account exécutifs qui font la partie acquisition, les account managers qui s'occupent de la partie rétention, upsell, et l'équipe business opération qui travaille sur tout ce qui est enablement, KPI, process, stratégie pour cette équipe. Ok. Et pour bien comprendre, Welcome to the Jungle, peut-être que beaucoup d'auditeurs connaissent, mais vous proposez aux entreprises à la fois de travailler sur la marque employeur et d'avoir un job board pour recruter, c'est ça? Ou il y a d'autres choses que vous proposez? Ouais, tu as raison, c'est important de repréciser parce que tout le monde ne connaît pas encore Welcome to Jungle. J'ai hâte qu'on arrive à ce stade-là, mais il reste encore du monde à évangéliser sur Welcome to Jungle. Aujourd'hui, donc Welcome to Jungle, c'est une plateforme qui réunit plus de 5000 entreprises qui sont de tout secteur, de toute taille, de toute géographie. Notre positionnement, c'est d'être un média sur l'emploi. En fait, on permet aux entreprises de présenter leur marque employeur. Notre parti pris, il est également d'utiliser notre société en fait comme laboratoire sur les sujets d'expérience au travail et donc d'être en constante expérimentation sur ce que pourrait être le futur du travail. Aujourd'hui, Welcome to Jungle, au total, c'est 300 personnes du coup qui travaillent au quotidien sur ce projet-là. Ah ouais, et dont 100 commerciaux. Exactement. Très bien. Écoute, parfait. Merci pour cette intro. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment mettre en place une culture dans une équipe de vente.
Pourquoi tu as voulu nous parler de ce sujet aujourd'hui, Pierre-Gaël? Bah, déjà parce que ça fait partie de l'ADN de Welcome to the Jungle, je pense, et que du coup, assez naturellement, quand tu m'as contacté, tu m'as dit, bah voilà, quels sont les sujets sur lesquels tu aurais potentiellement envie de prendre la parole. J'ai cherché quelque chose qui était cohérent avec qui on était, avec ce qu'on faisait. Et ensuite, je pense il y a aussi une affinité perso qui est forte là-dessus. C'est que, bah, comme je te le disais, en fait, je viens pas du tout du milieu commercial à la base. Donc, je pense que ça vient infuser plein de choses aussi dans la réflexion, etc. Et je pense que c'est aussi, du coup, ce qui, au quotidien, moi, m'excite le plus et qui est indéniablement, je pense, un des critères clés de succès de, 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 de notre capacité à atteindre nos objectifs, etc. aujourd'hui. Ouais. Alors c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de podcasts et c'est souvent donc des entrepreneurs qui ont réussi hein, qui présentent un peu leur succès. Et souvent on parle de la culture d'une entreprise comme un pilier de réussite, mais c'est parfois un peu flou de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot qui est large, hein, culture. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer cet épisode un peu comment vous avez travaillé ce sujet et à quel moment c'est venu où vous êtes posé la question de dire tiens, il y a peut-être des choses à mettre en place sur nos routines, sur nos recrutements, sur plein de sujets dont on va parler. Ouais, carrément. Et je pense qu'un des trucs qui était clé dès le départ, c'est que les premiers commerciaux, ils n'étaient pas commerciaux. En fait, j'ai fait que ça. J'ai recruté des gens comme moi qui n'étaient pas commerciaux pour rejoindre l'équipe, ce qui n'était pas forcément le meilleur choix. Alors attention, hein, c'est des gens qui étaient très bien, d'ailleurs pour la plupart qui sont toujours là. Mais par contre, ça a vachement enrichi évidemment l'équipe après de s'équiper, si je peux dire. C'est pas très beau comme terme, mais de personnes qui sont du métier et qui venaient avec un background, avec des infos, etc. Et je pense que du coup, le fait qu'on ait fait ça a forcément rebattu beaucoup les cartes euh, au début. En fait, au début, on ne voulait pas se poser la question de. Enfin, c'était compliqué de se poser la question de se fixer un objectif qui était réaliste, rémunérer les personnes correctement en variable avec autant d'incertitudes. Ce qu'on voulait au début, c'était ouvrir le marché, quoi. Il fallait, avec les 2-3 commerciaux qu'on était à l'époque, aller signer un maximum de boîtes en étant sûr qu'on proposait une expérience candidat derrière qui était satisfaisante parce que bah, du coup, on a quand même sur Welcome to Jungle cette logique de marketplace. Hein, du coup, les candidats viennent consulter du coup les vitrines évidemment des employeurs qui sont sur Welcome to Jungle. Et ça, du coup, pour que ça fonctionne, on avait besoin d'avoir des gens qui étaient ultra embarqués par la raison d'être en fait de Welcome to Jungle. Donc ça, je pense que ça a été la première chose. Les premières fois, on a commencé un peu à toucher du bout de doigt cette notion de culture commerciale. Ensuite, quand l'équipe elle a commencé à grossir et que du coup, moi, j'ai aussi mieux connu un petit peu les leviers clés, la manière dont ça fonctionnait, etc. Moi, déjà, un truc qui m'a marqué tout de suite, c'était les taux de rétention sur ces métiers-là. C'est assez normal de considérer que en moyenne, un commercial va rester. Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend de pas mal de choses, mais ce qui se dit, c'est en moyenne, c'est 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. Et moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais c'est quand même, on perd tellement de temps et d'argent pour faire en sorte qu'on onboard, on recrute les bonnes personnes une fois qu'ils sont chez nous, qu'on les forme, etc. Du coup, c'est pour recommencer le boulot tous les 2 ans et demi. Je trouve que c'est ultra dommage. Et en plus, on pourrait capitaliser quoi, sur ces gens-là. C'est les personnes qui restent plus longtemps. Normalement, on peut imaginer qu'elles vont pouvoir produire encore plus de valeur, apporter plus de valeur aux nouveaux collaborateurs, etc. Donc c'est à ce moment-là où tu vois, on a commencé à vraiment structurer les équipes, à recruter beaucoup de monde, où je me suis dit, mais attends, si là, du coup, bah, comme on est aujourd'hui, quand on arrive 100 personnes et que du coup, on doit aller sur des taux de turnover qui sont aussi élevés, en fait, on ne va jamais pouvoir se concentrer sur la stratégie. Il va falloir à chaque fois gérer plutôt ce sujet-là, alors qu'on aura plein d'autres problématiques à traiter, quoi. C'est vrai que c'est ça, hein, la statistique, c'est souvent en moyenne, un commercial dans une entreprise va rester 2 ans et ensuite partir sous d'autres cieux pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que c'est une population où il y a un turnover important. Ouais. Ouais, qui est volatile. Ouais. Donc, j'imagine que vous avez commencé finalement, quand vous avez commencé à connaître la croissance, vous posez cette première question peut-être pour aborder le sujet de la culture, de comment on fait pour garder les talents chez nous. Et donc, je te pose la question, comment vous faites pour garder les talents commerciaux chez vous et que ces derniers restent plus que 2 ans? Ouais. Je
Je pense qu'il y a plusieurs piliers. Le premier qui est clé, c'est le recrutement. Après, je prêche aussi ma paroisse de Welcome to Jungle en disant ça, mais c'est vrai, en fait, c'est la plus cruciale et la plus compliquée, en fait, le recrutement. En fait, il faut réussir à se mettre en capacité de trouver des personnes qui vont coller avec la culture d'entreprise, dont les compétences répondent aux besoins et qui ont une capacité d'être coachées qui est élevée. Et je pense évidemment aussi à une autre chose, c'est comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les personnes qui vont rejoindre vont apporter à la symbiote en fait, de l'équipe, quoi. Comment est-ce que tu fais que... En tout cas, moi, je suis très pro diversité d'une équipe commerciale et faire en sorte de ne pas recruter que des clones parce que c'est ce qui fait, selon moi, la force. Et en tout cas, dans une structure comme la nôtre où notre objectif commercial, il est d'aller chercher des entreprises de tailles très différentes sur des secteurs très variés, etc. C'est une nécessité absolue, quoi. Donc, ça implique pour moi qu'il faut forcément travailler en amont sa marque employeur. Il faut avoir une marque employeur qui soit transparente et qui, du coup, permette aux candidats potentiels de lire les codes de ce que c'est et d'avoir envie de postuler, du coup, s'ils s'en reconnaissent. Donc après, pour ça, il y a des très bons outils comme Welcome to Jungle pour le faire. Il faut savoir aussi précisément pourquoi l'équipe fonctionne aujourd'hui et pour être capable d'identifier, du coup, ces éléments clés à évaluer. Donc, bien comprendre, bien lire, du coup, les codes de ton équipe qui sont des codes que tu as apportés, mais il y a aussi des codes qui sont organiques, qui se sont créés sans toi. Et donc, du coup, arriver à les retranscrire, du coup, dans le cadre du recrutement. Il faut aussi, je pense un des sujets clés dans le recrutement, c'est les biais. Il faut arriver à s'affranchir de tous les biais en tout genre qui peuvent exister, qui vont influer sur n'importe qui. Et donc, du coup, créer un chemin de rencontre qui vient casser avec un maximum de biais. Je pense qu'il faut aussi offrir une expérience qui soit équitable dans le recrutement pour le candidat et pour l'entreprise. On a tendance à oublier quand on fait un recrutement que le candidat aussi, il est là pour évaluer sa potentielle compatibilité avec le projet et l'équipe. Donc, on doit lui laisser la place, du coup, pour exprimer sincèrement ses interrogations et répondre, du coup, sans maquiller, du coup, aussi la vérité. Et peut-être en dernier point, toujours sur le recrutement, je pense qu'il faut aussi proposer un programme qui soit motivant de cooptation en interne pour que chaque membre de l'équipe puisse être impliqué, du coup, de manière très concrète dans le choix de leurs futurs collaborateurs. Et sur les critères de recrutement, donc tu nous as parlé de la capacité d'être coaché, ne pas être des clones. Est-ce qu'il y a d'autres critères comme ça sur la partie vente plutôt qui sont importants à tes yeux quand tu recrutes un business développeur? Ouais, alors la coachability, la capacité du coup à apprendre, à recevoir le feedback, etc., c'est vraiment le numéro 1 chez Welcome to Jungle. Pour nous, c'est essentiel. Je pense qu'il y en a un autre qui est ultra important, c'est le travail d'équipe. On a une équipe commerciale qui est, et d'ailleurs équipe commerciale au sens large du terme, c'est important, pas que des sales en acquisition, mais aussi des account managers et aussi une équipe business opération qui est ultra soudée, qui travaille ensemble, avec du coup des comportements commerciaux qui viennent jamais nuire à l'autre, quoi. Et donc du coup, ça, il faut arriver à recruter. Nous, en l'occurrence, du coup, on a besoin de recruter des gens qui sont motivés par ça, parce que sinon, d'ailleurs, si on n'est pas clair là-dessus dès le départ, c'est ultra décevant potentiellement pour des gens qui ont une approche qui est beaucoup plus, et je dis pas qu'elle est mauvaise, elle est juste différente, mais très individualiste du job, et d'ailleurs qui est souvent le cas sur d'autres secteurs, etc. Et du coup, cette personne-là, ça va pas marcher, quoi. Et d'ailleurs, cette greffe, quand elle fonctionne pas, elle est évidemment décevante pour le collaborateur, évidemment décevante pour l'entreprise, mais elle est aussi décevante pour toute l'équipe, en fait, qui a investi du temps, de l'affect aussi auprès de ces personnes-là, etc. Donc, ce sujet de teamwork est super important. Et après, nous, on a, je pense, en troisième critère, je dirais que pour moi, c'est vachement important que les gens qui nous rejoignent, ils voient le sens de ce qu'on fait. Là, tu vois, nous, on a un impact social qui est fort au travers de notre activité et j'ai vraiment besoin de faire en sorte que les gens qui nous rejoignent, ils croient profondément en ce que fait Welcome to Jungle. S'ils nous rejoignent alors qu'ils ne sont pas du tout intéressés par le sujet de la marque employeur, du recrutement, de l'expérience de travail, l'expérience, elle va pas être, ça sera pas, en tout cas, ce sera pas, on parlait de taux de rétention, je pense que c'est des gens qu'on ne gardera pas longtemps dans l'entreprise. Très bien. Donc, tu parles d'expérience employeur. Donc, j'imagine qu'une fois qu'ils sont recrutés, ils vont vivre une expérience notamment d'onboarding. Est-ce que là aussi, tu peux nous présenter des apprentissages sur l'onboarding chez vous
ce que vous avez fait évoluer, ce que vous avez changé et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Ouais, déjà, on a tout changé, hein, parce que franchement, au début, c'était très artistique, hein, l'onboarding chez Welcome to Jungle dans l'équipe commerciale. On faisait ça comme quand j'étais serveur et que j'arrivais dans un nouveau restaurant, c'est-à-dire qu'on me mettait au milieu de la salle et on dit tu regardes, t'es responsable de telle table, telle table, telle table, et puis tu vas apprendre sur le tas, quoi. Donc j'ai un peu fait ça au début de Welcome to Jungle et ça marche pas du tout. Enfin, c'est pas que ça marche pas, c'est surtout qu'en fait, je pense accueillir une nouvelle personne dans une équipe, c'est une étape qui est élémentaire, qui est trop souvent négligée parce qu'on a tendance à croire que la responsabilité de cette phase, elle revient en très grande majorité aux nouveaux collaborateurs. Alors qu'en fait, c'est faux. Cette phase, elle nécessite déjà du temps. Il faut faire en sorte que déjà, l'humain n'est pas plug and play. Ça, il faut oublier, ça ne marche pas. C'est pas un ordinateur, c'est pas un device. Donc, en fait, il faut lui laisser le temps d'intégrer les codes, les process, les outils, le former correctement à tout ça, lui permettre de se planter, d'expérimenter un certain nombre de choses, d'exprimer ses feedbacks aussi. Je pense qu'il faut aussi faire preuve d'empathie sur cette phase-là. Adrien, qui est le head of sales, donc qui gère toute la partie des équipes acquisition dans l'équipe business, il a théorisé le fait que en fait, chaque nouveau membre de l'équipe, il passe systématiquement par 3 phases. La première, c'est la lune de miel. Il est content, il adore tout. Il est trop content d'avoir rejoint Welcome to Jungle. La deuxième phase, c'est la panique. Il a l'impression qu'il ne va jamais y arriver. Et après, il y a la stabilisation, quoi. Et là, c'est le moment où il a compris que du coup, il comprend 70% des sujets et commence à prendre de l'assurance. Quand tu rentres dans une entreprise, tu es assez excité par les challenges, etc. Et à un moment donné, tu vas effectivement peut-être être submergé par les tâches que tu dois faire. Et après, ça y est, une fois que tu as laissé passer ça, comme tu dis, tu te stabilises. C'est vrai que c'est bien décrit. Ouais. Ouais. Et c'est super intéressant parce que du coup, quand tu fais preuve de cette empathie-là et d'ailleurs que tu apportes de la transparence, c'est-à-dire que du coup, nous, ces 3 phases, on les présente aux collaborateurs dans leur première semaine quand ils nous disent « je suis super content », etc. On dit « franchement, c'est top, on est ravis. Juste, par contre, je te préviens, il va y avoir une autre phase après qui va être un peu relou. Tu vas paniquer. Mais c'est normal, prépare-toi à ça, quoi. » Et je pense que le dernier point sur l'onboarding, c'est la méthodologie. Tu vois, il faut disposer d'un programme qui est clair et d'ailleurs qui ne se limite pas au sujet du métier, en l'occurrence de la partie business pour nous, mais tu vois, chez Welcome to Jungle, on a un tronc commun. Donc ça, c'est n'importe qui arrive chez Welcome to Jungle, quel que soit son métier, il va rentrer dans ce tronc commun avec un programme qui est dédié. Et il y a un programme dédié métier. Et du coup, l'idée, c'est que effectivement, tu vas essayer d'apporter une cohérence à tout ça. Normalement, tu passes plus de temps sur ton tronc commun au tout début de ta période d'arrivée dans l'entreprise. Et puis, plus ça va aller, du coup, plus tu vas être investi du coup, sur des problématiques métiers. Chez Welcome to Jungle, d'ailleurs, dans l'équipe business, parce qu'elle s'appelle Julie, on a une personne dont c'est le métier. Elle s'occupe de ce qu'on appelle l'enablement. Mais du coup, une de ses missions, c'est d'accompagner du coup l'architecture, parce que c'est important. C'est pas elle qui anime toutes les formations, elle n'est pas experte de tout. Par contre, elle va accompagner toute l'architecture de la formation d'un nouveau collaborateur de l'équipe business. Ok, très intéressant. On a fait des épisodes là dernièrement sur ces sujets d'enablement et d'accompagnement des équipes commerciales et aussi équipes partenaires, équipes customer success, tout ça. Donc très intéressant. J'imagine dans la construction de cette culture commerciale, vous mettez en place des rituels, des rites. En tout cas, tu m'en as parlé un peu en off. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez mis en place? Ouais, je pense que pour qu'une équipe, elle forme une équipe et avance conjointement dans la même direction, je pense qu'il faut lui donner des rendez-vous régulièrement et ça peut prendre différentes formes. Dans l'équipe business, on a un événement qu'on organise tous les 6 mois qui s'appelle les Business Days. Alors au début, ça s'appelait le Business Day parce que ça durait qu'une journée, mais maintenant, on a beaucoup de sujets, donc maintenant, ça s'appelle les Business Days, ça dure 2 jours. C'est à chaque fois, donc, ça dure 2 jours. On amène toute l'équipe en dehors de Paris. On a une journée qui est dédiée à regarder en arrière, c'est-à-dire sur les 6 derniers mois, ce qu'on s'était fixé comme objectif, ce qu'on a réussi, les challenges, les apprentissages. Et ensuite, il y a une journée qui est dédiée à la stratégie pour le futur, les objectifs qu'on va se fixer, les différents défis qu'on va vouloir relever. C'est un moment d'équipe qui est ultra fort. Et d'ailleurs, on est toujours en train d'essayer de repenser aussi le format parce que
maintenant qu'on est 100, c'est comment est-ce qu'on inclut un maximum du coup les équipes à participer à cet événement-là et faire en sorte que ça soit le moins descendant possible, que ce soit le plus participatif possible, etc. Entre les deux, du coup, il y a toujours un moment où l'équipe elle va fêter du coup les résultats des 6 derniers mois et c'est un moment qu'on attend tous avec impatience. Le Business Day, c'est toujours très cool. On a évidemment d'autres événements qui sont, tu vois, on a les monthly d'équipe où tous les mois, du coup, on va réunir l'équipe pour regarder les résultats, les principaux apprentissages, les enjeux, les dates clés qui arrivent, les événements globaux d'entreprise, alors que tout le monde ait aussi une compréhension fine de ce qui se passe dans les autres équipes. Et derrière, il y a toujours des guests, c'est-à-dire qu'on va faire venir des gens de d'autres équipes pour qu'elles viennent parler d'un projet qui peut avoir un impact plus ou moins direct, des fois très direct, des fois plus indirect, mais du coup pour que on permette aussi à cette équipe qu'elle comprenne toujours qu'elle fait partie d'un ensemble, quoi. Et d'ailleurs, ce moment-là est toujours suivi par un verre d'équipe. Hein. On va boire des coups tous ensemble. C'est le moment aussi où on réunit tout le monde, hein, parce que nous, on a 30% de notre équipe commerciale qui travaille en full remote, hein, qui est du coup dispatchée dans toute la France, même à l'étranger pour certains. Et du coup, à ce moment-là, du coup, c'est un moment où tout le monde se retrouve. Mais il y a des déjeuners aussi qui sont organisés régulièrement. Et après, tu vas avoir plein de choses plus en finesse, du coup, selon les sous-équipes qui sont organisées. Moi, un des rituels que j'ai mis en place récemment sur les managers et que je voudrais réussir à préserver, c'est les moments où chacun s'exprime sur le moment un peu difficile qu'il a eu sur les 3 derniers mois et la source de satisfaction principale qu'il a eu sur les 3 derniers mois, qui a vraiment justement pour vocation à faire en sorte que, au-delà de l'équipe business, il y a aussi l'équipe des managers et que tout le monde ait conscience en fait des enjeux des uns et des autres, de ce qui motive les uns et les autres. Déjà parce que sur les enjeux, en fait, assez vite, on peut voir que déjà ils sont souvent les mêmes, donc c'est rassurant. Parce qu'il y en a qui peuvent aider les uns et les autres. Et je trouve qu'aussi que tout le monde soit bien au courant de ce qui motive les uns et les autres, c'est assez clé dans la constitution d'une équipe. Et après, il y a plein de choses qui sont indirectes des rituels, mais qui s'inscrivent là-dedans, qui sont la reconnaissance et la confiance. Je pense qu'en fait, il faut valoriser les comportements qui sont vertueux au quotidien en faisant l'effort d'aller regarder dans le détail, même sur des personnes qui sont en front line avec 3 strates de management de différence. Je vais te donner un exemple très concret, mais par exemple, moi, à mon niveau, dans mon équipe, j'ai Shadia qui gère les équipes à compte management, Adrien qui gère la partie sales acquisition et Diva qui gère l'équipe business opération. Tous les mois, moi, je suis de plus en plus loin en fait, des problématiques terrain et donc du coup, je suis aussi de plus en plus loin d'être en capacité d'aller féliciter les équipes au-delà il a signé un super deal parce que ça, oui, effectivement, je vois l'info, quoi. Et du coup, je trouve qu'en termes de culture, c'est pas dingue parce qu'en fait, je peux pas féliciter que parce que en fait, il a signé un super deal. Et en plus, dans finesse, tu peux vite te rendre compte que ce deal-là, il a été signé aussi grâce au travail d'un tel, etc. Mais cette info, tu l'as pas sur le CRM. Hein. Il y a une personne qui a signé sur le truc. Et donc, moi, je leur demande tous les mois de me dire très concrètement pour une personne dans leur équipe pourquoi est-ce que je dois le féliciter et de me détailler pourquoi est-ce que je dois le féliciter. Parce que déjà, moi, j'apprends l'info. Et ensuite, parce que du coup, je peux féliciter la personne en connaissance fine de pourquoi est-ce qu'elle doit être reconnue par rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi, évidemment, sur les sujets de reconnaissance et de confiance, tu vois, le fait d'offrir une flexibilité sur le sujet de télétravail et donc la géographie. Je pense qu'il y a un gros sujet aussi autour de favoriser et accompagner les enjeux de mobilité interne. Ouais, il y a plein de sujets là dont tu as parlé. Effectivement, le sujet de la reconnaissance, c'est souvent quelque chose, notamment dans les fonctions commerciales, qui peut être reproché. Hein, c'est-à-dire, on a dit que les commerciaux restaient pas très longtemps dans les entreprises. C'est aussi parce qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance. Donc, la culture commerciale, la reconnaissance, ça peut être un pilier dans la culture commerciale. On n'a pas parlé encore, on peut peut-être en parler là, vu que c'est un peu dans le même sujet, de la rémunération, même si j'ai fait 2 épisodes de podcast là-dessus. Vous, je sais que vous avez une approche intéressante là-dessus, comment vous gérez les plans de rémunération de ces équipes? Et ça fait bien le point avec ce que tu disais. Tu vois, nous, on a un truc en fait, tous les 3 mois, on a ce qu'on appelle le Jungle Mood. Donc, on va évaluer la satisfaction, l'engagement des collaborateurs via des questionnaires qui sont anonymes. On utilise un outil qui est connu pour ça s'appelle Culture Amp.
Et que je trouve, en tout cas, il est aussi important pour moi que l'atteinte des objectifs parce qu'il est très connecté. C'est-à-dire qu'en général, quand j'ai un taux d'engagement qui est faible, et ben, du coup, j'ai une atteinte des objectifs qui est faible. Et quand j'ai un taux d'engagement qui est haut, j'ai un niveau d'atteinte des targets qui est élevé, quoi. Et attention entre du coup qui est l'œuf et qui est la poule, tu vois. Mais moi, je suis assez convaincu que c'est le niveau d'engagement qui fait l'atteinte des targets, pas l'atteinte des targets qui fait le niveau d'engagement. Et c'est super intéressant parce que du coup, moi, c'est ultra gratifiant. L'équipe, elle a un niveau d'engagement, l'équipe business qui est ultra élevé. Un niveau de reconnaissance du leadership et du management qui est ultra élevé. Donc ça, c'est super cool. Et si je suis honnête, le point de frustration majeur qu'ils ont, c'est le sujet de la rémunération. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'ils mélangent tout entre le variable, les objectifs, etc. Dans les faits, chaque commercial dans l'équipe, on définit avec lui tous les 3 mois des objectifs. Il y a évidemment des objectifs qui sont chiffrés, mais pas que. Et en fait, ils perdent de vue complètement ce truc-là de mes objectifs. C'est le variable, quoi. Et d'ailleurs, le terme variable ou objectif, il est utilisé pour parler de la même chose. Et en fait, c'est très lié, je pense, à des modèles d'incentive. Nous, d'ailleurs, si on regarde sur le marché, de toute façon, les commerciaux, ils sont incentivés très majoritairement sur une commission avec un objectif qui est individuel. Parfois, c'est des systèmes de paliers, parfois, c'est des systèmes de commission, etc. Et je pense que ce truc-là, il a un impact énorme sur la culture de la boîte. Et il est aussi très lié, d'ailleurs, à des secteurs. Je discutais là récemment avec VP Sales d'une boîte qui fait de la sécurisation de flux financiers. Je ne donne pas le nom, mais ça donne une idée. Et là, eux, ils sont à la commission et ils sont extrêmement bien payés. Et ils touchent des commissions qui sont énormes, etc. Et il a un taux de turnover qui est très élevé. Et il me disait, mais moi, tu vois, c'est difficile pour moi de recruter des passionnés de la sécurisation de flux financiers. Tu vois. Et en vrai, les gens, ils viennent chez moi parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, quoi. Et oui, ils ne restent pas longtemps, etc. Mais du coup, mon modèle de commission, il correspond bien et je pense qu'il a raison, du coup, à son univers, à la culture de la boîte, etc. Nous, chez Welcome to Jungle, on a voulu favoriser le sens du collectif. On a dit, en fait, le succès, ça passe aussi par le fait que toute l'entreprise atteigne son objectif. Tu vois, typiquement, quand tu regardes sur ces notions d'objectifs, d'ailleurs, qu'ils soient commerciaux ou pas commerciaux, c'est super intéressant parce que dans le détail, tu as des entreprises où tout le monde va atteindre son objectif, mais la target finale de la boîte, elle n'est pas atteinte. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va toucher son variable à 100%, alors que l'entreprise, elle n'a pas... Et ça marche dans les deux sens, quoi. Enfin, le truc n'est pas forcément super logique, quoi. Et surtout, tu vois, typiquement, moi, je ne considère pas que si on atteint l'objectif de la boîte avec 3 commerciaux sur 50, c'est OK, quoi. En fait... donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de dire, en fait, il y a 50% qui est individuel, hein, dans ton variable, c'est par des systèmes de paliers, etc. Et tu as 50% qui est de ton équipe, donc c'est 25% de ta sous-équipe, 25% de l'équipe au global, etc. L'idée, c'est qu'à chaque fois, du coup, que quelqu'un signe un deal, en fait, c'est une bonne nouvelle pour toute l'équipe. Et du coup, la satisfaction et la reconnaissance, en fait, elle se fait sur 100% des deals, quoi. Le sentiment qu'on est tous responsables de Welcome to Jungle, je trouve qu'il s'inscrit vachement là-dedans. Et aucune personne, du coup, dans l'équipe va avoir un comportement commercial qui va impacter négativement une autre. Ceux qui réussissent le mieux, c'est aussi ceux qui vont partager le plus. Et du coup, ils donnent du temps aux personnes en difficulté ou arrivées plus récemment, du coup, pour les aider à les mettre sur les rails. Donc, je trouve que le modèle, il fonctionne. C'est-à-dire que il nous permet d'atteindre nos objectifs. On a un taux d'engagement qui est élevé, on a un super taux de rétention, etc. Mais je le vois dans les potentiels, dans les sources de frustration qui se cristallisent en ce moment. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, le modèle, il n'est pas pleinement satisfaisant. Et d'ailleurs, si je suis complètement honnête, moi, ça fait 8 ans que je travaille avec ces modèles-là chez Welcome to Jungle. Et en fait, tous les ans, je le repense en me disant, là, il y a un truc qui n'a pas marché, les enjeux, ils ont un peu changé, est-ce que du coup, on ne devrait pas le faire fonctionner de cette manière-là, etc. Donc déjà, j'investis énormément de temps sur le sujet, parce que à chaque fois, c'est de l'ingénierie, hein. Il faut quand même trouver le bon modèle, faire en sorte qu'il soit simple, parce qu'en fait, on est passé par des étapes où on avait quelque chose qui était, d'un point de vue mathématique, plus robuste, mais incompréhensible par les équipes. Et donc, du coup, en fait, si elles ne comprennent pas le modèle et que quand elles signent un deal, elles ne savent pas combien ça leur apporte, du coup, autant pas en mettre, hein, ça ne sert à rien. Et du coup, je me pose vraiment la question, et en ce moment, je me documente énormément là-dessus, c'est est-ce que finalement, le variable, c'est un bon outil, tu vois.
Et dans ce que j'apprends là récemment, c'est assez intéressant sur tout ce qui est est-ce que la motivation, c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui n'est pas extrinsèque. Donc en fait, une fois que tu as ouvert cette porte-là, tu te dis, bah oui, en fait, finalement, dans l'entreprise, tu vois, en l'occurrence, si je prends les ratios de Welcome to New York, tu as 2/3 des gens qui ne sont pas incentivés du coup sur le résultat commercial. Et ça marche. C'est des gens qui sont engagés, avec qui ça se passe bien, etc. Et donc du coup, c'est un peu ma blague en ce moment de dire, mais du coup, finalement, on considère que les commerciaux, c'est une race fabriquée en laboratoire, tu vois, dont les leviers de motivation, ils sont différents, et puis tu mets une pièce dedans, tu en récupères 5. Je me rends compte aussi que potentiellement, ça peut avoir des impacts sur l'expérience client, tu vois. Ça nous est arrivé de signer des deals où on s'est dit, c'est pas dingue, je pense que cette boîte-là, l'année prochaine, on va les perdre, tu vois. Et donc, parce que, en fait, elle rentre pas dans, on va pas pouvoir répondre correctement à son besoin, quoi. Et donc du coup, ça n'a plus aucune logique, tu vois. On commence à aller dans un truc où on signe des boîtes qu'on sait qu'on va pas garder. Du coup, c'est pas ok, quoi. C'est pas du tout le sens de ce qu'on fait. Je pense que ça positionne aussi les équipes commerciales dans l'entreprise comme les principaux responsables du succès et des échecs de l'entreprise. Ce matin, tu vois, je parlais des business days. Ce matin, j'étais au Media Days. Donc, c'est les équipes médias, journalistes, etc. Et il y avait un de mes pairs qui présentait les objectifs commerciaux et qui faisait des petites blagues en mode PG, il a des objectifs forts, etc. Tu vois. Et il me dit, mais c'est pas mes objectifs, les gars. C'est important quand même. Mais tu vois, le modèle là, c'est ça qu'il veut dire quand même. Parce que tu vois, j'avais l'échange avec une account manager récemment qui me disait, tu vois, cette boîte, je l'ai perdue, mais c'est pas de ma faute. On n'a pas pu faire l'intégration, tu vois. Une intégration technique, etc. Et je dis oui, mais du coup, il y a plein de boîtes que tu renouvelles où, in fine, c'est parce qu'ils sont très satisfaits et c'est pas forcément ton taf. Ton taf, il se situe vraiment sur la zone grise. Et elle me dit, t'as raison, mais c'est pas ça mon variable. La manière dont tu me rémunères aujourd'hui, elle traduit pas ça. Ouais, je pense que d'ailleurs, ça rend aussi le leadership et le management secondaire avec ce truc un peu de je balance de l'argent sur les gens pour qu'ils travaillent, tu vois. Alors qu'en fait, ça devrait être la priorité des managers. Donc, c'est une vraie interrogation et d'ailleurs je suis super curieux. J'échange en ce moment d'ailleurs avec des boîtes qui fonctionnent différemment. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand tu creuses le sujet, en fait, tu te rends compte que des boîtes énormes, tu vois, Apple par exemple, les commerciaux ne sont pas incentivés au résultat, B2B, B2C, etc. Ouais. Disney non plus. En fait, tu en as plein en fait, autour de toi, tous les gens, et c'est juste qu'en fait, on le sait pas trop, on le sait pas vraiment, quoi. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, une fois que tu as ouvert cette porte-là, sur le sujet de la rémunération et de te poser la question de comment bien rémunérer tes équipes commerciales, tu te poses aussi les questions des vrais leviers du coup de motivation et d'accompagnement de tes équipes. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à soit avoir un modèle qui et tu vois, c'est ça aussi, c'est le pourcentage, tu vois, comment tu gères ce truc-là. Nous, ça représente entre 25 et 30% de la rémunération. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour que ce truc-là, du coup, devienne pas c'est la carotte et le bâton. Il y a des bouquins qui sont passionnants sur ce truc-là. Il y a des études là, qui ont été faites d'ailleurs sur des mécaniques de jeu ou des choses comme ça sur des petits groupes. Il y en a, ils leur disaient, du coup, je vous demande de faire cet exercice-là. L'objectif pour moi, c'est de savoir combien de temps ça prend. Comme ça, du coup, on pourra ensuite se fixer un objectif par rapport à ça. Et une autre équipe à qui ils disent, si vous faites partie des 25% de ceux qui vont le plus vite, je vous rémunère 5 € par personne pour réussir cet exercice. Et en fait, ceux qui sont rémunérés 5 €, ils vont moins vite. Et en fait, c'est la question du sens, tu vois. En fait, eux, leur sens, du coup, il est financier, et puis ils vont pas être dans la recherche d'innovation, ils vont chercher à être efficaces sans forcément, du coup, trop réfléchir au truc dans le détail. Les autres, ils ont du sens, ils voient l'objectif de ce qu'ils font, etc. Donc, c'est un sujet qui est passionnant. Ouais. Surtout que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. J'imagine que Welcome to the Jungle, comme vous travaillez sur la marque employeur et vous permettez de travailler sur la marque employeur, vous y réfléchissez pas mal, mais je sais par exemple que vous testez des modèles, tu as parlé de modèles un peu, donc vous testez par exemple les modèles du remote, du travail à distance, les modèles de la semaine de 4 jours, et donc vous êtes en plein cœur du réacteur on appelle ça le futur du travail. Donc pourquoi pas, effectivement, on pourrait réfléchir à soit tu donnes des variables à tout le monde dans l'entreprise, soit tu donnes pas de variables, mais sur des populations où il y a une tension sur l'emploi, tu leur payes un fixe un peu plus élevé.
Donc ça, c'est des choses... Exactement. En tout cas, tu effectivement. as raison. Je pense que c'est dans notre ADN de se poser la question, en tout cas. Je pense Ouais. de dupliquer, et, tu vois, sans se poser la question, c'est pas possible. Et tu vois, moi, si je regarde dans le détail, dans notre équipe commerciale, ce qui fait le succès commercial de Welcome to Jungle, d'un point de vue équipe commerciale, hein, parce qu'évidemment, on est loin d'être les seuls responsables dans le succès commercial de Welcome to Jungle, mais il est très lié au taux de turnover. C'est-à-dire qu'en fait, dans le détail, si je grossis un peu le trait, les personnes qui sont là depuis plus de 3-4 ans dépassent 100%. Les personnes qui sont là depuis moins de 3-4 ans sont un tout petit peu en dessous. C'est la Top moyenne. performers sont les gens qui sont restés plus Et de du coup, 2-3 ans. exactement. Donc, du coup, ce qui veut dire qu'en fait, tu as besoin d'avoir ce niveau de rétention pour pouvoir atteindre ton objectif sur le long terme. Et, je caricature, hein, il y a des gens qui arrivent, qui sont tout de suite, qui ont une capacité super rapide d'apprentissage et qui tout de suite atteignent des niveaux qui sont élevés. Mais en grande masse, c'est quand même ça le résultat. Et donc, si je caricature complètement, en continuant à grossir le trait, bah, si je perds toutes mes personnes au bout de 2 ans, bah, en fait, je n'atteindrai plus jamais mon objectif. Tu vois. Alors, peut-être qu'il faudrait que je trouve d'autres leviers et tout, mais c'est ça que ça veut dire mathématiquement aujourd'hui. C'est vrai que tout à l'heure, on a donné la stat de 2 ans pour un commercial qui reste dans une entreprise, mais on sait aussi que pour qu'un commercial soit compétent dans son job, quand il est embauché, il lui faut ce qu'on appelle un ramp-up de minimum 6 mois hein, avant d'être compétent. Parfois, Ouais, c'est 1 an dans certaines entreprises. ouais, Donc, bien sûr, selon la complexité. si tu te dis que le commercial part au bout de 2 ans, finalement, il a 1 an pour avoir des résultats. Ouais, puis Donc, en plus, c'est tu un en parles peu... de culture, c'est-à-dire que ce truc de culture, c'est pareil, tu vois, ça se construit sur le long terme, quoi. C'est les relations fortes qui existent entre des membres de l'équipe business chez Welcome to Jungle, elles sont aussi dues. Alors oui, il y a les rituels, il y a ce qu'on a mis en place, etc. Mais elles sont aussi dues à depuis combien de temps ils travaillent ensemble, les étapes qu'ils ont traversées ensemble, etc. Et cette force pour capitaliser dessus, bah, ça marche parce que les gens, ils restent un certain nombre d'années dans ton équipe, quoi. Et tu vois, la confiance, c'est pareil. Moi, c'est génial. Les personnes dans l'équipe, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là. Bah forcément, le niveau de confiance qu'ils ont, ils savent que les décisions que je prends, d'ailleurs moi ou d'autres managers, elles n'ont jamais pour objectif de pénaliser l'équipe. Évidemment que ils savent que les décisions qu'on prend, qui sont des fois un peu bold, bah, c'est des décisions parce qu'on a besoin de les prendre et en fait qui portent leurs fruits. Évidemment que je reconnais mes erreurs, mais du coup, bah, ça, les gens, tu vois, c'est bien de leur dire quand ils arrivent dans une entreprise, mais en vrai, ce qui fait la différence, c'est quand ils l'ont vécu avec toi, quoi. Ouais, exactement. Euh, on a parlé rapidement justement de ces modèles du futur du travail. Est-ce que il y a d'autres choses chez Welcome to Jungle dont on n'a pas parlé qui sont un peu différentes des autres entreprises? Tu vois, moi, j'avais lu cet article sur votre test de la semaine de 4 jours. Je trouvais ça en tant que marque employeur assez fort. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Bah, c'est sûr que je pense que sur le sujet de la semaine de 4 jours et sur le sujet du télétravail, on est assez. Avant-gardiste, ouais. Ouais, je sais pas avant-gardiste parce qu'en vrai, tu vois, selon les pays, tu vois, t'as quand même d'autres acteurs qui font ça. Et Oui. par contre, effectivement, je pense qu'en tout cas, on fait partie des premiers en France à être. Tu vois, typiquement, le sujet de la culture remote, on n'est pas les premiers, tu vois, soyons clairs. Par contre, en post-Covid, tu vois, on a été ultra bold, encore pour reprendre le terme que j'ai déjà utilisé, mais sur le fait de dire, bah, en fait, il y a deux statuts. Il y a un statut qui est full remote, et donc dans ce cas-là, tu travailles de n'importe où en France, tu as un budget pour revenir, espace de coworking, etc. Ou tu es flex remote, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens au bureau quand tu veux, quoi. Et après, bon, évidemment, il y a des moments où on se retrouve, etc., et d'ailleurs, mais le sujet pour nous qui est de liberté, quoi, de dire, en fait, travaille de là où tu es à l'aise, quoi. Je trouve qu'en tout cas, il est important, et de ce que je vois, il fonctionne super bien. Et d'ailleurs, c'est pas si éloigné d'autres sujets qu'on a abordés, mais tu vois, en tout cas, sur le sujet de la confiance, de toute façon, moi, il y a 100 personnes dans l'équipe. Si tu veux, je peux m'installer à côté de 5 max. Hein, si le sujet, c'est de les avoir à côté de moi pour être sûr qu'ils bossent. En plus, c'est des commerciaux, donc de toute façon,
le plus ils sont en call ou en rendez-vous, le mieux c'est. Donc, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, du coup, à l'échelle business, en tout cas, de les avoir à côté de moi toute la journée. Ouais. Même si il y en a, en l'occurrence, moi, je suis pas du tout full remote. Hein. Je suis tous les jours au bureau. Hein. Et d'ailleurs, c'est parce que ce qui me nourrit au quotidien, c'est ça. Moi, j'adore être ce que j'appelle la fosse, où il y a tous les calls, il y a du mouvement, ça gueule, etc. Ça rigole, ça fait des succès, etc. C'est le truc qui, moi, m'alimente. Et donc, j'ai besoin de ça, moi, dans mon quotidien. Et sur une équipe de 100 personnes, est-ce que tu as quand même vu des choses en termes de stats bah oui, en fait, les top performeurs, il y en a beaucoup qui sont au bureau ou pas du tout ou c'est Non, assez, ça change rien. Non, franchement, ça change rien. Ça change rien. Dans une des équipes, une des personnes qui performe le plus, elle est à Montréal. Et dans une autre équipe, qui performe le plus, elle est à Paris. Tu vois. Non, ça a vraiment zéro impact. Sur le sujet de la semaine de 4 jours, je pense que tu as vraiment ce sujet d'équilibre de vie pro, vie perso qui est assez essentiel. Et aussi, on le voit, hein, que ce soit à mon niveau, à d'autres niveaux dans l'équipe, etc., tout ce qu'on va apporter un peu comme réflexion stratégique, qui va sortir un peu des réflexions qu'on peut avoir habituellement, etc., en fait, elles sont beaucoup liées au fait qu'on a eu du temps de cerveau disponible pour y réfléchir en réalité. Tu favorises vachement On a tendance à penser que le métier de commercial, il y a zéro innovation. Hein, j'ai déjà entendu ça. C'est un métier où, en fait, on passe notre temps à innover et à devoir être créatif en réalité. Et ben, du coup, pour que ça marche, n'importe quel créatif te le dit, il te faut du temps de cerveau disponible. Quoi. Il faut que ton cerveau, à un moment donné, il aille voir d'autres choses. Il faut que tu t'alimentes avec autre chose que ta boîte au quotidien. Quoi. Donc là, je pense que ça, c'est les deux leviers clés. Après, moi, j'ai une vision qui est faussée maintenant parce que je suis dans ma 8e année Welcome to Jungle. Donc, je commence un peu à perdre de vue les méthodos. Ma femme, elle est psychologue en plus, donc j'ai aucun regard sur une autre entreprise dans le quotidien. Mais je pense, en tout cas, de ce que j'entends dans les équipes, tu as vraiment ce sujet de confiance, de bienveillance, même si c'est un peu galvaudé comme terme aujourd'hui, qui ressort tout le temps sur des gens qui viennent d'arriver dans l'équipe. Ouais. Et tu as ce truc de sens quoi, qui est fort. Tu vois, on est là pour un projet commun. Notre priorité absolue, c'est ce sujet de l'expérience de travail. On s'interroge en permanence sur tu vois, la manière dont on fait les choses. Tu vois, on est une entreprise qui est labellisée B Corp. Tu vois, je pense que c'est aussi révélateur de plein de valeurs qu'on a au quotidien et d'ailleurs qui sont pas que, c'est social, c'est écologique, c'est la parité, c'est les notions du salaire, l'écart entre le salaire le plus élevé et le moins élevé, etc. Ok. Super, Pierre-Gaël. Bah, écoute, on arrive à 40 minutes d'interview. On va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet de la culture commerciale ou on a fait un bon tour là-dessus? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense que ça manque de livres, de plein de choses sur le sujet. Donc, c'est cool si on commence à en parler. Ouais, justement, en termes de livres ou contenu, tu as des choses, alors soit sur le sujet de la culture ou d'une entreprise, ou soit sur d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites nous partager? Bah, tu vois, si je suis cohérent, je pense que moi, je suis assez partisan de remonter d'un niveau du coup sur les réflexions autour de la vente pour regarder le sujet du coup peut-être de manière reprendre le sujet de la réflexion autour de la vente pour regarder le sujet de manière plus haute, quoi. Et pour moi, ça a beaucoup de sens de s'inspirer du coup des logiques un peu opérationnelles une fois qu'on a cette vision d'ensemble, parce que toi, typiquement, quand j'écoute plein de podcasts, que j'ai lu des bouquins sur le sujet, etc., on comprend pas le terreau en fait dans lequel s'est installée cette logique opérationnelle. Et du coup, le risque que je vois, c'est que quand tu appliques ces conseils qui sont très pratico-pratiques, c'est que tu vas dupliquer des méthodes sans la logique globale et du coup sans le supplément d'âme qui du coup apporte justement des résultats qui sont potentiellement positifs, et sans le faire, en fait, tu es déçu, quoi. Ça fonctionne pas. J'ai écouté des podcasts sur les challenges, là, l'autre jour, un podcast sur des boîtes qui faisaient... Oh, voilà, désolé. Des boîtes qui faisaient des challenges. Bah, je disais très bien, mais du coup, en fait, tu as quand même une notion de culture qui est très forte selon les types de challenges que tu vas porter. Et donc, du coup, si je dois recommander des bouquins, tu vois, je dirais, bah, ouais, il y a un bouquin qui s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur, qui est Hubert Joly, je sais pas si ça te parle, qui est l'ancien PDG de Best Buy,
qui est une grande entreprise américaine qui l'a sauvé de la faillite. Il est aujourd'hui enseignant à Harvard, qui décrit comment les entreprises gagnent à mettre les collaborateurs au cœur d'un projet mobilisateur au service du bien commun. Il y a un autre bouquin, là pour le coup, qui est plus connu en général, qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui permet du coup d'infuser des logiques un peu plus globales et qui sortent des schémas de réflexion classique. Et du coup, si on redescend de ça, après, un des bouquins qui est beaucoup plus opérationnel, mais qui est passionnant, tout aussi passionnant, qui est The Sales Acceleration Formula là, de Mark Roberge de Spot, qui est un classique, hein, mais qui est un bon basique pour comprendre comment construire une réflexion de business qui est scientifique. Celui-là, on le cite effectivement beaucoup. Et pour le bouquin Reinventing Organization, moi, j'ai pris la version illustrée. Version BD, illustrée, ouais. Je donne des images, moi, tu sais. Elle est très bien. J'ai lu les deux. La version illustrée, elle fait très bien le job. Ouais, j'aime bien les BD, donc tu vois, je trouvais ça pas mal. Est-ce que en termes d'outils ou de routines, il y a des choses que tu fais ou que tu as et qui sont pour toi vraiment, qui t'aident vraiment au quotidien? Ouais. Alors, je pense que ce qui m'aide à rester performant au quotidien, c'est pas forcément des applications ou des logiciels. Moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les personnes qui m'entourent. Je me nourris énormément du coup des échanges que je peux avoir avec des personnes d'ailleurs d'horizons qui sont très différents. Là, je te raconte ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai rencontré Alyosha Lordanov qui gère la Scope. D'ailleurs, du coup, qui gère, c'est pas le bon terme pour Scope, hein, Société coopérative et participative, c'est ça que ça veut dire, qui accompagne, du coup, on va dire, la Scope Semawi, dont la mission, en fait, c'est d'accompagner justement les entreprises à repenser leur mode de gouvernance et de réfléchir à la manière de collaborer, etc., dans les entreprises. Et tu vois, lui, en l'espace temps d'un déjeuner, il m'a apporté énormément de grains à moudre sur les réflexions que j'avais en cours. Et globalement, mon boost d'énergie au quotidien, ce que je te disais tout à l'heure, hein, moi je le prends en travaillant dans l'open space au milieu de mes équipes. Il n'y a rien qui me stimule plus que la fourmilière, le bruit que ça provoque, cette équipe. Et dans mon quotidien aussi, moi j'ai besoin aussi d'avoir des moments, j'aime bien les moments un peu canailles entre copains, on se fait un bon repas avec du bon vin et on refait le monde. Ça fait partie des choses dont j'ai besoin. J'ai envie de dire au quotidien, mais du coup, c'est quand même pas tous les jours, mais dont j'ai besoin dans ma vie. Et je passe beaucoup de temps aussi dans la forêt. C'est un endroit dans lequel je garde un équilibre. Et j'ai un petit plaisir qui fait sourire mes collègues, qui est le bain de gong, qui est un endroit où j'aime aller me détendre. Donc, dans le 20e, il y a le plus grand setup d'Europe, bain de gong, qui est un endroit où tu t'allonges et il y a quelqu'un qui tape sur des gongs pendant 1h30. Ah ouais, ok. Ça m'aide à me détendre. Je suis pas trop. J'ai essayé tout ce qui était méditation, yoga, et sport, etc. Et franchement, j'y arrive pas, quoi. Là, le truc de m'allonger et de rien faire, et ce que je ne fais jamais, quoi, parce que du coup, j'ai pas mon téléphone, tu penses à rien, et du coup, ça me fait du bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est vrai que en Andorre, je suis allé dans une piscine et puis il y avait une séance de bain de gong. J'y suis allé par curiosité, je me suis endormi. Ouais. C'est vrai que c'est assez fou, assez relaxant. Ok, écoute, il nous reste quelques questions en termes d'enjeux sur la vente sur les prochaines années. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois apparaître? Oui, le taux de turnover. Enfin, c'est pas possible que. C'est le sujet, ouais. Ouais, c'est pas possible qu'on continue à se dire que c'est normal qu'on ait un niveau de volatilité qui est aussi fort. En plus, c'est le seul métier, quoi. C'est considéré comme une norme. Moi, ce truc-là, je pense que sur les métiers commerciaux, c'est un élément clé sur lequel on doit travailler. On investit tellement d'argent, de savoir, sur le fait d'attirer les bonnes personnes, de les recruter, de les former, les motiver au quotidien. Je pense que c'est un des sujets clés pour les années à venir. Il faut qu'on trouve le moyen, et je pense que les entreprises qui trouveront le moyen de garder sur la durée leurs commerciaux, elles ont un avantage compétitif majeur par rapport à leurs concurrents. Ouais, d'où le sujet du jour, la culture commerciale qui permet normalement de garder tes commerciaux. Donc on boucle la boucle. Ouais, mais sauf si la culture, c'est de pas les garder. Mais effectivement, je pense qu'en tout cas, de créer une culture
qui a pour vocation à faire en sorte que les gens restent sur la durée, c'est clé. Ouais. Ok. 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais bien avoir? Et si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu me proposes qui? Alors, une compétence, ouais, bah, clairement, ça serait de convaincre en une seule phrase. Je pense que moi, je porte énormément d'attention à l'intuition et dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à construire un rationnel qui souvent n'a de rationnel que le nom pour justifier des intuitions. Donc, franchement, si je pouvais avoir cette compétence de convaincre en une seule phrase, je prends. Et sur la personne que tu pourrais interviewer, bah, je pense à Alyosha Lordanov là, de Semawi. Il est super intéressant pour qu'il puisse te parler de leadership et de collaboration à destination des managers commerciaux. Après, lui, il va plus loin que ça parce qu'il propose même en fait à certaines entreprises de les accompagner sur un mode de gouvernance en holacratie. Donc, mais je pense qu'il y a plein de logiques autour de ça moi, j'ai invité là les directeurs commerciaux du coup de mon équipe à regarder un webinaire. Là, on a fait ça ensemble hier midi sur le lacratie parce que il y a plein de choses dans le mode de réunion, de faire participer les équipes, etc., qui sont inspirantes. Donc, je pense que ça pourrait être une personne qui serait intéressante pour toi. Ok, très bien. Bah, il faudra que tu me donnes l'orthographe parce que j'ai. Ouais, carrément, je te l'envoie. Je pense que j'en aurais besoin. Écoute, on a fini l'épisode. Merci encore, Pierre-Gaël, de t'être rendu disponible cet après-midi. Si on veut te joindre pour, je sais pas, te poser des questions ou pourquoi pas postuler chez Welcome to the Jungle, on te joint où? Et bien du coup, sur LinkedIn. Franchement, LinkedIn, c'est toujours ouvert sur ma vitrine, enfin dans mes onglets, mon profil LinkedIn. Mon adresse mail, du coup, en principe, est assez facile à trouver. Hein. Je fais en sorte que si quelqu'un a envie de contractualiser avec Welcome to Jungle, il n'ait pas trop de mal à me trouver. Mais ouais, je pense que LinkedIn, c'est le canal le plus simple pour prendre contact avec moi. Le mieux, c'est si on n'est pas en contact, vous m'ajoutez en mettant un petit mot, comme ça je sais de quoi il s'agit et après on peut commencer à discuter. Ouais. Ok. Et puis il y avait une question dans le chat à laquelle on n'a pas répondu. Et ce sera le mot de la fin. Okay. Est-ce qu'il faut forcément un baby-foot pour installer la culture d'une équipe commerciale? Moi, j'ai horreur du baby-foot. Et nous, on en a un, mais il est au sous-sol. Avant, il était dans nos anciens bureaux, il était au milieu du salon. Ça me rendait fou, ça faisait un bordel monstre. Maintenant, il est au sous-sol. Non, il ne faut pas forcément un baby-foot. D'ailleurs, je recommande plutôt de ne pas en avoir. Moi. Après, certaines personnes de mon équipe seraient fâchées si elles m'entendaient dire ça. Mais non, clairement, ce truc du baby-foot, même les boîtes qui est un peu, qui est le vendeur de baby-foot par excellence, qui est client de Welcome to Jungle, mais qui ne vend pas que ça, qui vend aussi des billards, ne met pas en avant de baby-foot sur sa vitrine, pour info. C'est devenu tellement genre la caricature des startups, etc., que même pour eux, ce n'est pas un argument pour recruter. Très bien. Bah, écoute, merci encore, Pierre-Gaël. N'hésitez pas à partager le podcast, à le commenter, et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Pierre-Gaël, à bientôt. Ciao Alexandre, merci beaucoup. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous!